Un serveur noir aide une milliardaire ivre à rentrer chez elle. Elle lui offre un restaurant japonais. La femme s'effondra du tabouret du bar comme un sac de pommes de terre, le costume italien à $3000 désormais trempé de saké haut de gamme renversé. Il était 2h30 du matin au Sakura Palace, et André Santos savait que son service aurait dû se terminer 1 heure plus tôt, mais il était là, observant l'une des clientes les plus riches de Manhattan titubant dangereusement près des escaliers en marbre. « Madame, laissez-moi vous aider », dit André en s'approchant prudemment. À 26 ans, il avait appris que les femmes riches et ivres pouvaient être imprévisibles, surtout lorsqu'un homme noir leur proposait son aide. 3 ans passés à travailler dans cet endroit lui avaient appris que la gentillesse était parfois interprétée comme de l'opportunisme. « Non, je n'ai pas besoin de charité », murmura-t-elle en essayant de se stabiliser contre le mur japonais en bois de cerisier authentique. Ses cheveux blonds platine étaient en bataille, son maquillage coulait, mais il était impossible de ne pas reconnaître Victoria Steinberg, héritière de l'empire hôtelier qui dominait la côte. André hésita. Au cours des derniers mois, il avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de certains employés lorsque Victoria apparaissait. Des chuchotements interrompus, des regards nerveux, des conversations qui s'arrêtaient brusquement. Surtout de la part du directeur Morrison et de ses amis du siège social. « Écoutez, je vais vous appeler un taxi, d'accord ? Ce n'est pas prudent de sortir seul comme ça. » Victoria essaya de fixer son regard, clignant plusieurs fois des yeux. « Vous n'êtes pas comme les autres, » dit-elle en s'appuyant lourdement sur son bras. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ? Tout le monde veut quelque chose. » La question prit André au dépourvu. En fait, il ne savait pas vraiment. Peut-être parce qu'il avait grandi en voyant sa mère travailler 16 heures par jour comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants, et qu'il comprenait ce que signifiait être seul et vulnérable. Ou peut-être parce que, ces derniers mois, il avait réalisé que tout n'était pas rose au Sakura Palace. Alors qu'ils attendaient leur Uber sur le trottoir silencieux, Victoria murmura quelque chose à propos des gens authentiques et des secondes chances. André pensa que c'était juste l'alcool qui parlait, mais il nota mentalement l'adresse où elle le conduisait. Un penthouse dans l'Upper East Side qui valait plus que toute sa vie. Ce qu'il ne remarqua pas, c'est que la caméra de sécurité du restaurant enregistrait chaque seconde de cette interaction. Le lendemain, André arriva au travail s'attendant à une nouvelle journée de routine au Sakura Palace. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa gentillesse de la veille avait été observée par quelqu'un de beaucoup plus sobre que Victoria ne semblait l'être. Et que cette même gentillesse serait utilisée contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le chef exécutif Hiroshi Tanaka le salua avec un regard étrange. « André, je dois te parler dans mon bureau. » Tout de suite. Le ton était différent, chargé d'une tension qu'André avait rarement entendue. Le cœur d'André se mit à battre à toute vitesse. En 3 ans de travail là-bas, il avait appris que les convocations dans le bureau du chef se terminaient rarement bien pour les employés comme lui. Surtout lorsque le directeur régional, James Morrison, était appuyé contre le bureau avec ce sourire qui promettait des ennuis. Morrison était le genre d'homme qui utilisait le racisme comme un outil subtil, toujours soucieux de ne jamais rien dire explicitement, mais laissant ses intentions claires à travers des préoccupations professionnelles et des normes de l'établissement. André avait appris à déchiffrer ces codes très tôt dans sa vie. « Asseyez-vous », dit Morrison en feuilletant un dossier avec des gestes délibérément lents. « J'ai reçu quelques plaintes concernant votre comportement avec les clients. Il semble que vous ayez dépassé certaines limites. » André fronça les sourcils. Quel genre de limite? Harceler des clientes ivres, offrir des services non sollicités en dehors des heures de travail. Morrison fit une pause dramatique, savourant chaque mot. Certains diraient que vous essayez de profiter de situations vulnérables. Surtout avec des clientes du calibre de Madame Steinberg. L'accusation frappa André comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait exactement de quelle nuit Morrison parlait, mais la version déformée de l'histoire le laissa sans voix. C'était comme regarder sa propre décence être transformée en quelque chose de sale et de prédateur. « J'ai juste aidé une cliente à rentrer chez elle en toute sécurité », dit André, gardant la voix ferme malgré la colère grandissante. N'importe qui aurait fait la même chose. Morrison sourit froidement, ouvrant son dossier pour révéler des photos imprimées provenant des caméras de sécurité. Bien sûr que c'est ça. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas avoir des employés, comme vous, qui laissent place à ce genre de malentendus. Notre clientèle a certaines attentes en matière de discrétion et de limites appropriées. Le silence lourd qui suivit en dit long. André comprit que peu importaient les compliments de ses clients ou son parcours professionnel irréprochable. Pour Morrison, il ne serait toujours qu'un problème en puissance. Un autre homme noir qui avait oublié sa place. « Alors, qu'est-ce que vous dites ?» demanda André, même s'il connaissait déjà la réponse.
Je dis que vous devriez peut-être envisager d'autres opportunités de carrière. Des endroits plus adaptés à votre profil. Mais ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer, c'est qu'à ce moment précis, de l'autre côté de la ville, Victoria Steinberg avait une conversation très différente avec ses avocats. Une conversation qui allait non seulement changer la vie d'André, mais aussi révéler des secrets obscurs sur le Sakura Palace qui avait été soigneusement caché pendant des années. En fait, Victoria était beaucoup plus sobre ce soir-là que quiconque ne le soupçonnait. Et ce qu'elle avait découvert sur Morrison et ses pratiques d'embauche était sur le point d'exploser d'une manière que personne au Sakura Palace n'oublierait jamais. Si vous vous êtes déjà senti jugé avant même d'avoir ouvert la bouche, alors vous savez que parfois, la justice a besoin d'un petit coup de pouce divin. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un simple geste de gentillesse s'est transformé en le revirement le plus épique qu'un restaurant haut de gamme ait jamais connu. Le licenciement est arrivé le vendredi suivant, rédigé dans un langage corporatif et remis par un stagiaire nerveux qui pouvait à peine regarder André dans les yeux. Réduction des coûts d'exploitation était la justification officielle, mais tout le monde connaissait la vérité. Morrison avait obtenu ce qu'il voulait. André plia soigneusement l'uniforme qu'il avait porté pendant 3 ans et le rangea dans l'armoire pour la dernière fois. Ses collègues observaient en silence, certains avec une sincère compassion, d'autres avec le soulagement lâche de ne pas avoir été choisis. Hiroshi s'approcha discrètement et glissa une enveloppe dans sa main. « Tes pourboires des 6 derniers mois, » murmura le chef japonais. « Je les ai mis de côté. » C'est tendu. En rentrant chez lui sous la fine pluie d'octobre, André appela sa mère. Rosa Santos était en pleine nuit de nettoyage dans un immeuble de bureau de Wall Street, mais elle répondait toujours quand il appelait. « Maman, j'ai perdu mon emploi », dit-il sans détour. Rosa avait appris à ses enfants que les mauvaises nouvelles ne s'amélioraient pas en les enrobant de sucre. « Pourquoi? Tu as fait quelque chose de mal? »« Non. J'ai fait quelque chose de bien. » Il y eut un silence. Rosa connaissait suffisamment son fils pour comprendre qu'il y avait une histoire derrière ces mots. « Rentre à la maison. On va discuter. » L'appartement de 2 chambres dans le Queens où André avait grandi sentait comme toujours le mélange de déterge et de café fort. Rosa est arrivée à 6 heures du matin, encore vêtue de son uniforme de femme de ménage, et a trouvé son fils à la table de la cuisine, entouré de papier. « Qu'est-ce que c'est tout ça ?» a-t-elle demandé en servant du café dans 2 tasses dépareillées. « J'essaie de comprendre quelque chose qui s'est passé au travail, » répondit André en lui montrant les notes qu'il avait prises. Tu te souviens quand tu m'as parlé de ce superviseur chez Goldman Sachs qui trouvait toujours des excuses pour te transférer aux étages les plus pénibles? Rosa acquiesça avec amertume. Thompson. 20 ans à nettoyer des bureaux et je n'ai jamais eu de problème avec personne, mais avec lui, il y avait toujours quelque chose. La seule différence, c'est que je ne baissais pas la tête comme il le voulait. C'est exactement ça. Morrison a fait la même chose avec moi, mais de manière plus sophistiquée. André lui expliqua qui était Victoria, les accusations fabriquées de toutes pièces, le schéma qu'il avait commencé à remarquer ces derniers mois. Les employés noirs et latino-américains étaient réaffectés ou licenciés pour des infractions mineures que les employés blancs commettaient sans conséquence. « Mon fils, » dit Rosa en posant sa main sur la sienne, « parfois la vie nous met dans une position où nous devons choisir entre accepter l'injustice ou la combattre. Tu sais quel choix j'ai toujours fait. » André sourit pour la première fois depuis des jours. Rosa Santos avait élevé seule ses 3 enfants après la mort de son mari dans un accident du travail. Elle avait affronté des superviseurs racistes, des femmes riches condescendantes et un système qui essayait constamment de lui rappeler sa place. Et jamais, pas une seule fois, elle n'avait baissé la tête. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore. Mais je ne vais pas faire comme si rien ne s'était passé. » Le lundi, André retourna au Sakura Palace en tant que client. Il demanda une table dans un coin et observa la dynamique qu'il n'avait jamais complètement remarquée lorsqu'il était de l'autre côté. Morrison circulait dans la salle principale comme un roi inspectant son royaume, s'arrêtant pour discuter à voix basse avec d'importants clients blancs et ignorant complètement les tables occupées par des personnes de couleur. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'intéressant. Victoria Steinberg entra seule et demanda une table discrète au bar. Morrison se précipita pour la saluer, tout sourire et courbette. Mais Victoria le congédia rapidement, préférant s'asseoir en silence et observer l'agitation du restaurant. André remarqua qu'elle faisait la même chose que lui. Elle observait. Elle prenait des notes. Elle prêtait attention aux détails que la plupart des gens ignoraient. Lorsque leurs regards se croisèrent brièvement, elle lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. Ce soir-là, André reçut un message d'un numéro inconnu, « Café demain à 9 heures. Corner de lit, au coin de la 72e et Columbus. Nous avons beaucoup à discuter. V. Il resta éveillé tard à réfléchir.
3 ans passés à travailler dans cet endroit lui avaient appris que les gens comme Victoria Steinberg n'envoyaient pas de messages à des gens comme lui sans raison particulière. Et étant donné que Morrison avait utilisé son nom pour justifier son licenciement, André soupçonnait que cette raison serait très intéressante. Dans le tiroir de son bureau, il gardait un petit carnet où il avait noté toutes les incohérences qu'il avait remarquées au Sakura Palace au fil des mois. Dates, heures, conversations étranges, clients qui recevaient un traitement différencié sans raison apparente. Il n'avait jamais su exactement pourquoi il conservait ces informations, mais quelque chose lui disait instinctivement qu'un jour elles seraient importantes. À présent, en regardant les pages remplies de son écriture soignée, André commençait à comprendre que ce n'était peut-être pas une coïncidence si Morrison était si pressé de se débarrasser de lui. Les personnes qui prêtent attention aux détails peuvent devenir gênantes lorsqu'il y a des secrets à cacher. Chaque nouvelle humiliation n'avait fait que renforcer quelque chose en lui que Morrison ne pouvait pas voir. Une détermination silencieuse qui grandissait sous la pression, comme un diamant se formant sous terre. Ce que cet homme privilégié ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris signait son propre arrêt de mort, et qu'André Santos n'était pas du genre à oublier ou à pardonner les injustices. Pendant un instant, lorsqu'il avait baissé la tête face aux insultes voilées dans le bureau, Morrison avait cru avoir brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la véritable force savent qu'elle grandit précisément dans le silence, nourrie par la juste colère de ceux qui savent qu'ils méritent bien plus que ce qui leur a été offert. Le corner de lit, au 72, était exactement le genre d'endroit où les millionnaires se montraient rarement. Des tables en formica usée, du café servi dans des tasses épaisses et une odeur permanente de bacon frit dans l'air. André arriva avec 10 minutes d'avance et choisit une table au fond, n'arrivant toujours pas à croire que Victoria Steinberg avait demandé à le rencontrer. Elle arriva ponctuellement à 9 heures, vêtue d'un jean et d'un chemisier simple qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel d'André au Sakura Palace. Sans le maquillage élaboré et la coiffure impeccable de la soirée au restaurant, elle semblait étonnamment ordinaire, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. « Vous avez été licencié à cause de moi », dit-elle sans préambule en s'asseyant en face de lui. Morrison a dit que j'avais porté plainte pour harcèlement. André acquiesça. C'est ce qu'il m'a dit. C'est un mensonge. Victoria sortit son téléphone et lui montra l'écran. C'est la seule conversation que j'ai eue avec le Sakura Palace depuis cette soirée. Un email me remerciant pour mon aide exceptionnelle et me demandant de féliciter l'employé responsable. André lut le message 2 fois. La date, l'heure, tout correspondait. Morrison avait complètement inventé la plainte. Pourquoi me montrez-vous cela? Victoria sourit, mais son sourire n'avait rien d'amusé. Parce que mon entreprise détient une participation importante dans le groupe qui finance l'expansion du Sakura Palace. Et parce que, depuis 6 mois, j'enquête sur un cas très intéressant de discrimination raciale dans le recrutement et le licenciement des employés. André sentit quelque chose se réorganiser dans sa poitrine. Vous saviez que j'allais être licencié? Je m'en doutais. Morrison a des antécédents problématiques. 3 employés noirs licenciés au cours de l'année dernière, tous pour des infractions mineures que des employés blancs commettent sans conséquence. Un serveur latino transféré en cuisine après avoir reçu de nombreux compliments de la part des clients. Vous étiez le prochain sur la liste. Elle ouvrit un dossier et fit glisser des documents sur la table. Des contrats de travail, des évaluations de performance, des registres de plaintes de clients. André reconnut certains noms, ceux de collègues qui avaient tout simplement disparu du restaurant sans explication claire. Morrison est en train de constituer systématiquement une équipe d'employés blancs en salle. Il garde quelques latinos en cuisine pour que cela ne soit pas trop flagrant, mais toute personne noire occupant un poste visible est progressivement éliminée. André étudia les documents. Comment avez-vous obtenu tout cela? Je suis investisseuse. J'ai accès au rapport des ressources humaines. Victoria marqua une pause. Et j'ai d'autres raisons personnelles de vouloir que Morrison subisse les conséquences de ses actes. Pendant l'heure qui suivit, Victoria raconta sa propre histoire. Comment Morrison avait systématiquement rejeté ses suggestions de programmes de diversité dans le restaurant. Comment il parlait avec condescendance de « clientèle appropriée » et de « normes de l'établissement » chaque fois qu'elle mentionnait l'inclusion. Comment elle avait découvert qu'il utilisait sa position pour filtrer non seulement les employés, mais aussi les clients qui ne correspondaient pas à sa vision de l'excellence. Ce soir-là où vous m'avez aidé, a poursuivi Victoria, je n'étais pas vraiment ivre. Je testais la réaction des employés face à une cliente vulnérable. Morrison m'a vu arriver et a simplement disparu dans son bureau. Vous avez été le seul à proposer votre aide. André s'est calé dans son fauteuil, digérant l'information. Alors tout était prémédité? La situation, oui. Votre réaction, non. Vous vous êtes sincèrement soucié d'une inconnue en danger,
et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur votre caractère. Victoria ouvrit son ordinateur portable et montra une présentation détaillée. Graphiques sur l'embauche par origine ethnique, statistiques sur la rétention, modèle de promotion. L'affaire contre Morrison était montée avec une précision mathématique. Je prépare une action en justice pour discrimination systématique. J'ai besoin d'employés prêts à témoigner. André regarda les données, puis Victoria. Et vous pensez que je vais trouver d'autres employés prêts à prendre ce risque? La plupart ont une famille à charge. C'est pourquoi j'ai besoin de vous comme coordinateur. Vous connaissez les gens, vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Victoria ferma son ordinateur portable. Et il y a autre chose. Je vous offre la possibilité de prendre la direction d'un nouveau restaurant japonais que mon entreprise ouvre à Harlem. Participation au capital, partage des bénéfices avec les employés, politique claire en matière de diversité. André resta silencieux pendant un long moment. C'était trop beau pour être vrai, mais en même temps, cela semblait cruellement logique. Victoria Steinberg ne faisait pas de charité, elle faisait des affaires intelligentes. Quelle est la vraie raison? Demanda-t-il finalement. Victoria sourit, cette fois avec une admiration sincère. Morrison m'a sous-estimé parce que je suis une femme et que je suis jeune. Il vous sous-estime parce que vous êtes noir et un simple serveur. Les gens comme lui répètent toujours les mêmes erreurs par orgueil. André pensa à sa mère, aux factures qui s'accumulaient, aux années qu'il avait passées à avaler des humiliations petites et grandes au Sakura Palace. Il pensa à ses collègues qui avaient disparu sans un mot, aux blagues voilées, aux regards condescendants. Si je fais ça, dit André lentement, ce ne sera pas seulement pour obtenir un meilleur emploi. Ce sera pour m'assurer que Morrison subisse toutes les conséquences de ses actes. Victoria lui tendit la main. C'est exactement pour cela que je vous ai choisi. Cet après-midi-là, André a appelé 3 anciens collègues du Sakura Palace. 2 d'entre eux ont accepté de le rencontrer pour discuter. Le 3e, Marcus, travaillait toujours là-bas comme aide-cuisinier et était prêt à documenter secrètement les pratiques discriminatoires qui continuaient. Au cours des 2 semaines suivantes, André s'est transformé en quelque chose que Morrison n'aurait jamais imaginé, un organisateur méticuleux et stratégique. Il a recueilli des témoignages, enregistré des conversations téléphoniques autorisées, photographié des documents auxquels Marcus pouvait accéder discrètement. Chaque nouvelle preuve révélait l'ampleur systématique de la discrimination. Morrison n'était pas seulement un raciste occasionnel, c'était un architecte délibéré de l'exclusion, utilisant son pouvoir pour façonner le Sakura Palace à son image de supériorité. Pendant ce temps, Morrison continuait sa routine habituelle, complètement inconscient que chaque mot condescendant, chaque décision discriminatoire était soigneusement documentée. L'arrogance qui le faisait se sentir intouchable était devenue sa plus grande vulnérabilité. Pendant un instant, alors qu'il souriait avec satisfaction en voyant un autre employé latino-américain être réaffecté à des fonctions moins visibles, Morrison a cru avoir façonné à la perfection son petit royaume privilégié. Mais ceux qui connaissent le véritable pouvoir de la justice savent qu'elle se nourrit précisément du silence, alimentée par la patience de ceux qui savent que la vengeance la plus douce est celle que l'ennemi ne voit jamais venir. La réunion était prévue pour un lundi à 10 heures du matin dans les bureaux de Sakura Palace. Morrison est arrivé confiant, pensant qu'il s'agirait d'une nouvelle discussion de routine sur l'efficacité opérationnelle avec les investisseurs. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'André était assis dans une salle de conférence à l'étage supérieur, observant tout grâce à une vidéoconférence en direct. Victoria entra dans la salle accompagnée de 2 avocats et d'un représentant du comité d'éthique de l'entreprise. Morrison salua tout le monde avec son sourire faux habituel, ajustant sa cravate coûteuse comme s'il s'apprêtait à recevoir un prix. « Monsieur Morrison, » commença Victoria en ouvrant un épais dossier, « j'ai besoin de discuter avec vous de certaines pratiques d'embauche et de licenciement qui ont attiré notre attention. » Morrison rit doucement. « Bien sûr, nous sommes toujours ouverts à des optimisations. J'espère que vous avez remarqué comment j'ai réussi à maintenir les normes d'excellence du restaurant en éliminant les éléments problématiques. » Le premier avocat alluma un projecteur. Un graphique détaillé apparut à l'écran, montrant les licenciements des 18 derniers mois. 100% des employés noirs en salle avaient été licenciés. 80% des employés latino-américains avaient été réaffectés à des postes moins visibles. Aucun employé blanc n'avait été licencié pour des infractions similaires. Le sourire de Morrison vacilla légèrement. Ces chiffres? Eh bien, les coïncidences statistiques, ça arrive. Coïncidence. Victoria appuya sur la télécommande. L'écran suivant affichait des transcriptions de conversations enregistrées. Morrison parlait de clientèle appropriée et de normes de l'établissement.
Morrison demandait au superviseur de trouver des infractions chez des employés spécifiques. Morrison se vantait de faire le ménage. Le visage de Morrison changea visiblement de couleur. Comment avez-vous obtenu cela? Ces enregistrements sont illégaux. En fait, répondit calmement le deuxième avocat, ils ont tous été réalisés avec le consentement d'au moins une des parties concernées. Ils sont tout à fait légaux. Victoria a continué de cliquer. Des emails internes. Des photos de documents des ressources humaines. Des témoignages signés d'anciens employés. Et puis, la bombe finale. Une vidéo de Morrison dans son bureau, seul, célébrant le licenciement d'André avec une coupe de champagne et les mots « un problème de moins ». Qui a filmé ça? A balbutié Morrison, les mains tremblant visiblement. Quelqu'un que vous avez complètement sous-estimé, répondit Victoria. Quelqu'un qui a travaillé 3 ans dans ce restaurant à observer, noter et documenter chacune de vos décisions discriminatoires. La porte de la pièce s'ouvrit et André entra, portant une boîte de dossiers. Morrison le regarda comme s'il voyait un fantôme. Vous, murmura Morrison. Impossible. Vous n'êtes qu'un serveur noir que vous pensiez facile à écarter? L'interrompit André en posant la boîte sur la table. Vous avez raison. Je n'étais que cela. Jusqu'à ce que vous m'appreniez que les gens comme moi doivent être beaucoup plus intelligents que les gens comme vous pour survivre. André ouvrit la boîte, révélant des mois de documentation méticuleuse. Chaque conversation enregistrée. Chaque email copié. Chaque témoin prêt à confirmer vos pratiques. Vous avez établi un schéma de discrimination si évident que même un jury aveugle pourrait le voir. Morrison se leva brusquement, essayant de reprendre le contrôle. C'est un coup monté. Vous ne pouvez rien prouver. Je connais des gens importants, j'ai des relations. Victoria sourit froidement. Vous aviez des relations. C'est du passé. Parce que Elle regarda sa montre. Environ 15 minutes, cette réunion sera retransmise en direct à la presse locale. Dans 30 minutes, tous les employés actuels du Sakura Palace recevront une copie de tous les documents. Et dans 1 heure, le conseil d'administration votera votre licenciement pour faute grave. Le visage de Morrison était maintenant complètement rouge, la sueur coulant sur son front. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai construit cet endroit. J'ai maintenu les normes. Les normes que vous avez maintenues, dit André d'une voix calme mais ferme, étaient des normes de haine, d'exclusion et d'abus de pouvoir. Vous n'avez rien construit. Vous n'avez fait que détruire des gens qui étaient meilleurs que vous à tous les égards. Victoria se leva. Monsieur Morrison, vous êtes licencié pour discrimination systématique, création d'un environnement de travail hostile et violation des politiques de diversité et d'inclusion de l'entreprise. Vos avantages sociaux sont supprimés, vos références seront accompagnées d'un rapport complet sur vos pratiques et une action en justice sera intentée contre vous à titre personnel. Morrison tituba, s'appuyant sur la table. Vous avez ruiné ma vie. 20 ans de carrière. Non, répondit André en regardant droit dans les yeux l'homme qui avait tenté de l'humilier. Vous avez ruiné votre propre vie au moment où vous avez décidé que la couleur de votre peau vous donnait le droit de détruire la dignité d'autres personnes. Je n'ai fait que documenter les choix que vous avez faits. Tandis que Morrison était escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité, André resta dans la pièce, observant par la fenêtre. Victoria s'approcha de lui. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. André prit une profonde inspiration. « Je ne me sens pas vengé. Je me sens libre. Comme si je pouvais enfin respirer sans craindre d'être jugé pour mon existence. » À l'extérieur, Morrison essayait désespérément d'appeler ses contacts, découvrant que la nouvelle de son licenciement s'était déjà répandue dans toute l'industrie. Sa réputation, bâtie sur des fondations pourries de préjugés et de privilèges, s'effondrait en temps réel. Victoria regarda André avec une admiration sincère. « Vous savez, vous auriez pu choisir d'accepter le poste que je vous ai offert et laisser tout cela derrière vous. » André sourit pour la première fois depuis des semaines. « Ma mère m'a toujours appris que lorsque l'on a le pouvoir de changer les choses, ne pas le faire est aussi un choix. J'ai choisi de changer les choses. » Alors que Morrison quittait le Sakura Palace pour la dernière fois, transportant ses affaires dans un carton, une question restait en suspens. Était-il possible qu'un homme qui avait passé des décennies à nourrir son sentiment de supériorité en humiliant les autres puisse vraiment comprendre l'étendue des dégâts qu'il avait causés? Ou certains privilèges sont-ils si profondément enracinés que même la plus totale des défaites ne peut les éradiquer? 6 mois plus tard, André se tenait au milieu de ce qui était autrefois un entrepôt abandonné à Harlem, regardant une équipe de designers transformer l'espace en quelque chose que Morrison n'aurait jamais pu imaginer. Le Kibo, mot japonais signifiant espoir, ne serait pas seulement un restaurant japonais. Ce serait une déclaration.
Victoria avait tenu sa promesse de manière encore plus généreuse que prévu. André n'était pas seulement le gérant, il était copropriétaire, avec 30% des parts et une totale autonomie pour embaucher et former le personnel. Plus important encore, chaque employé recevrait une participation aux bénéfices, ce qui était révolutionnaire dans le secteur de la restauration. Combien d'anciens employés du Sakura Palace avez-vous embauché? Demanda Victoria en parcourant la liste des embauches. Tous ceux qui voulaient venir, répondit André avec un sourire. Et certains que Morrison a licenciés il y a des années. Jenny sera notre sommelière en chef, Marcus a pris la tête de la cuisine et Hiroshi a accepté d'être notre conseiller culturel. L'ironie était délicieuse. Morrison avait passé des années à se vanter de maintenir des normes, en licenciant des employés talentueux à cause de la couleur de leur peau. Aujourd'hui, ces mêmes employés étaient en train de créer quelque chose qui allait faire passer le Sakura Palace pour un restaurant démodé et dépassé. Le téléphone d'André sonna. C'était sa mère, qui l'appelait du travail. « Mon fils, je viens de voir un article sur toi dans le journal. Tu es sûr que ce n'est pas un rêve ?» André rit. L'article était paru ce matin-là. Un ancien serveur victime de discrimination ouvre un restaurant révolutionnaire à Harlem. La photo montrait André avec son équipe diversifiée, tous souriant sincèrement, à l'opposé de l'atmosphère tendue et hiérarchique que Morrison avait instaurée. « C'est vrai, maman. Et ce n'est pas tout. Tu te souviens de cette conversation sur la dignité au travail? Maintenant, je crée des emplois où les gens sont respectés dès le premier jour. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Morrison était confronté à une réalité très différente. Le procès intenté par André et les autres employés s'était transformé en une procédure fédérale pour discrimination systématique. Ces relations importantes s'étaient évaporées du jour au lendemain. L'homme qui se sentait autrefois intouchable ne parvenait même plus à obtenir un entretien pour des postes de direction basiques. Le jour de l'inauguration du Kibo, André a regardé autour de lui dans la salle bondée et a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Une fierté sincère. Pas la fierté vide de humilier les autres, comme le faisait Morrison, mais la fierté d'avoir construit quelque chose de plus grand que soi. Le Kibo a connu un succès immédiat. Les réservations étaient complètes pour 2 mois, et les critiques gastronomiques louaient non seulement la cuisine exceptionnelle, mais aussi l'atmosphère chaleureuse et respectueuse qu'André avait créée. Les employés souriaient sincèrement, les clients se sentaient les bienvenus, quelle que soit leur apparence ou leur origine. Marcus, désormais chef exécutif, s'approcha d'André pendant le service du soir. « Chef, la table 12 souhaite vous saluer en personne. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais été aussi bien traités dans un restaurant. » André se dirigea vers la table, où un couple âgé l'attendait avec des sourires chaleureux. « Nous voulions vous remercier en personne, » dit la dame. « Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas sentis aussi bienvenus dans un endroit comme celui-ci. » C'étaient des moments comme celui-ci qui rappelaient à André pourquoi il s'était battu. Pas par vengeance, mais pour créer des espaces où personne n'aurait à ressentir ce qu'il avait ressenti au Sakura Palace. 1 an après son licenciement, André était assis dans son bureau au Kibo, examinant des propositions pour ouvrir un 2e établissement à Brooklyn. Sa mère avait pris sa retraite. André avait insisté pour prendre en charge ses dépenses afin qu'elle puisse enfin se reposer. L'équipe du restaurant était devenue une véritable famille. Morrison, la dernière nouvelle qu'André avait eue était qu'il travaillait comme assistant manager dans une chaîne de fast-food en banlieue. Ironique que l'homme qui méprisait les gens comme André dépende désormais de la générosité d'employeurs prêts à donner une seconde chance. André regarda par la fenêtre de son bureau, observant l'agitation de Harlem à l'extérieur. Des gens de toutes les couleurs et de toutes les origines passaient sur le trottoir, beaucoup s'arrêtant pour lire le menu du Kibo avec curiosité et intérêt. C'était exactement la communauté que Morrison avait essayé d'exclure, et maintenant, elle était la base du succès d'André. La meilleure vengeance n'avait pas été de détruire Morrison, mais de construire quelque chose d'aussi formidable que tout ce qu'il représentait devenait insignifiant. Alors que Morrison dépérissait dans l'amertume et l'insignifiance, André s'épanouissait en créant des opportunités et en changeant des vies. Morrison avait tenté de rabaisser André à cause de la couleur de sa peau, mais il avait fini par révéler sa propre insignifiance. André a appris que la véritable victoire ne consiste pas à rabaisser ceux qui vous font du mal, mais à atteindre une grandeur qu'il ne pourrait jamais imaginer. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui se croyait supérieur, vous savez que le succès est la réponse la plus éloquente qui soit. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que parfois, être rejeté par les mauvaises personnes est le premier pas vers la découverte de sa véritable place.